Culture Soccer. Ça faisait longtemps, nous voilà de retour pour le podcast hebdomadaire de Culture Soccer. Un de vos hôtes, Adi Raphaël, je suis rejoint par les deux rédacteurs en chef de Culture Soccer. Donc on est tous les trois ici présents, Anthony de Varenne et Antoine Latrance. Salut messieurs, vous allez bien? Salut Adi, ça va très très bien du côté de Paris, tout se passe bien et j'espère que toi ça va aussi. Ouais, ça va. Écoute, c'est l'été au Québec, donc c'est toujours beau l'été. L'hiver un peu moins, mais l'été c'est beau, n'est-ce pas Anthony? Oui, l'été c'est beau, l'hiver aussi. Chacun, chacun ont leur charme, mais oui, très content de retrouver le podcast hebdomadaire Culture Soccer. Ça faisait assez longtemps avec le MLS is back. Exact, on a fait MLS is back, puis là on s'est dit on revient à notre programme habituel pour parler bien évidemment de ce qui se passe en Amérique du Nord. Donc au fur et à mesure on parlera de différentes ligues, mais c'est sûr maintenant le sujet principal aujourd'hui même, ce sera le retour de la saison régulière en MLS. Le retour de la saison régulière avec aussi une fenêtre de transfert qui s'est ouverte. Avec plusieurs noms ronflants qui ont rejoint la MLS, certains très ronflants, d'autres un peu moins, et aussi plusieurs joueurs qui viennent s'ajouter et renforcer certaines équipes au sein de la ligue. Donc, on va faire un petit retour sur ces transferts-là qui sont arrivés dernièrement. Bien évidemment, en même temps, on profitera pour parler des résultats qu'on a eu dans les dernières depuis le retour de la MLS. On parlera un peu du classement, de ce qui se passe maintenant dans le classement de la MLS et du nouveau programme de la MLS de cette saison régulière assez spéciale en 2020 avec la pandémie du coronavirus. Donc voilà, ce sera notre programme aujourd'hui. On commence tout de suite par le gros boom, par l'énorme boom qu'il y a eu. On en a tweeté et on en a parlé. On a même fait, Antoine a même eu le courage de faire un article là-dessus. C'est Blaise Matuidi, le champion du monde 2018. Oui, Antoine, je te la donne, le champion du monde 2018 qui rejoint la MLS et l'Inter Miami. Qu'est-ce que tu penses, Antoine, de cette signature? Est-ce que tu penses que c'était la chose à faire pour l'Inter Miami? Je pense que comme beaucoup de monde, j'étais très surpris quand le transfert est arrivé parce que c'est un nom qu'on n'avait pas du tout vu relié avec la MLS. Blaise Matuidi, il est sorti un peu de nulle part. Ce nom, j'étais personnellement pas au courant qu'il voulait quitter la Juve. Après, il y a eu un changement d'entraîneur là-bas et ça a poussé un peu au départ, mais c'était très surprenant et finalement, je trouve que ça a du sens dans le projet de Miami, qui a un milieu un peu qui a du mal avec Trapp et Ulloa, et Matuidi peut vraiment leur apporter un peu on va dire, pour casser des lignes et pour trouver des espaces. C'est un plutôt bon joueur là-dedans, même s'il est plutôt jeune. Et surtout, le gros doute qu'on avait quand il est arrivé, c'est qu'il soit joueur désigné, parce que Miami, depuis longtemps, on parle d'un grand joueur désigné, d'une star, et on avait peur que Blaise Matuidi prenne cette place de joueur désigné à Miami. Et finalement, il ne la prend pas. C'est un joueur TAM, donc il a un salaire d'1,5 million à peu près, mais pas joueur désigné. Donc c'est une super affaire, je trouve, pour l'Inter Miami. Ils ont réussi à faire en sorte que le Français baisse son salaire. Donc ouais, franchement, je trouve que c'est un coup parfait pour Miami. Reste à voir s'il a toujours de l'énergie, mais franchement, pour moi, Blaise Matuidi, c'est vraiment un très beau coup. Ouais, j'avoue que c'est un très beau coup. Et toi, Anthony, comment tu l'as pris, cette acquisition de Blaise Matuidi? C'est quand même un gros coup, pas juste sur le côté marketing qui est très important, mais aussi dans le jeu, non? Oui, effectivement, Blaise Matuidi, la saison dernière, là, c'était un joueur clé pour la Juve et il arrive en MLS, c'est sûr qu'il va très bien faire. Là. On adore la MLS, mais c'est pas le même niveau de jeu que la Serie A. Je suis sûr qu'il va bien réussir. Et comme le très bien dit Antoine, là, ça va vraiment aider au milieu de Miami qu'on avait vu là, durant le tournoi MLS is back, ça allait pas très bien à quelques reprises. Peut-être que Lee Nguyen va pouvoir plus retourner à une position offensive. Donc non, vraiment, vraiment c'est le meilleur des mondes pour l'Inter Miami. Ils vont chercher un très bon milieu. Donc c'est ça, un très bon milieu au niveau sportif, au niveau marketing.
Et en plus, là, c'est une très bonne opération financière. Donc, je pense qu'au niveau de l'Inter Miami, là, c'est un des bons transferts jusqu'à présent là, de cette saison, là. Exactement, ce serait vraiment un très bon transfert. Tu en as parlé un peu, Antoine, le fait que Yoa Trapp, ça n'a pas l'air de vraiment à 100% fonctionner. Par contre, hier, on a vu que ça a fonctionné en attaque et c'est ça qui était quand même assez encourageant après un tournoi assez décevant. Pizarro qui a fait son Pizarro hier avec tout un but face à Orlando. En plus, il a marqué un but assez simple, mais quand même un tir bien placé. Mais aussi un énorme tir qui se retrouve sur la transversale. Mais c'est bizarre parce qu'on attend un peu plus aussi du second joueur désigné, Mathias Pellegrini, qui n'a pas encore montré un peu tout son talent. C'est assez décevant jusqu'à maintenant. Est-ce que vous pensez que quelqu'un comme Pellegrini pourrait peut-être devrait montrer plus, Antoine? C'est compliqué parce que du coup j'ai pas eu beaucoup joué finalement, que quelques matchs en ce début de saison, et tout le milieu de terrain et toute l'attaque de Miami est très jeune. Que ce soit lui ou Carranza, ils ont seulement 20 ans, Morgan il a 23 ans je crois d'ailleurs. Morgan par contre lui il montre de belles choses. Ouais. Et Pizarro aussi est là, mais je pense que peut-être que l'arrivée de Matuidi justement ça peut un peu libérer. Je pense que soit il joue à milieu à 2 si à Matuidi ça Trapp Matuidi, soit il joue à 3 avec Trapp plus bas et Matuidi Ulloa plus haut. Et là, ça peut délibérer un petit peu les tâches défensives de Pizarro, de Morgan, de Pellegrini, ou qui que ce soit qui perd sa place, parce qu'il faudra bien qu'il y en a un qui perde s'il joue à un milieu à 3, mais donc ça pourrait peut-être le libérer un petit peu et le laisser plus libre de ses mouvements en attaque. Et là, ça pourrait être pas mal. Mais c'est clair que pour ce qu'ils ont payé, Pellegrini doit montrer un peu plus. Après, voilà, quand tu prends un mec de 19-20 ans, je pense qu'ils s'attendent pas forcément à ce qu'il soit une superstar dès la première année et ils se laissent 1 an ou 2 de réflexion. Exact. Ça doit être ça, comme tu le dis. Après, Anthony, tu regardes, c'est quand même encourageant de voir que l'Inter Miami, après ce tournoi de MLS is Back qui était assez décevant, ils se retrouvent finalement, ils arrivent à battre le finaliste du tournoi, donc ils arrivent à battre Orlando 3-2. Est-ce que tu penses qu'avec Matuidi, cette équipe-là est un peu plus complète, ou est-ce que tu penses qu'il manque encore quelque chose? Tu as parlé un peu plus tôt, Antoine, de Carranza. Carranza a marqué 2 buts hier, et vraiment 2 super buts. Je vous conseille d'aller voir ces 2 buts-là. En battant au premier poteau Gayessé, et puis le deuxième avec une tête placée magnifique sur un centre de Ben Sweat. Est-ce que tu penses, Anthony, qu'il manque grand-chose à cette équipe d'Inter Miami avec la venue de Blaise Matuidi? En fait, je pense qu'à la suite de ce transfert-là, en termes de joueurs, je pense qu'il manque pas vraiment grand-chose. Je pense que ça serait surtout plus de la chimie qui manquerait pour que vraiment l'Inter Miami devienne un compétiteur là, pour les séries et tout. Donc, vraiment, ça, je pense que c'est plus de la chimie. Laisser le temps à cette équipe-là de bien se connaître et tout. C'est rare que les équipes d'expansion font quelque chose de grandiose lors de leur première année, là. Donc, laissons le temps à l'Inter Miami. Parce qu'au niveau des joueurs, là, c'est très, très bon, là. Luis Robrez dans les buts. En défense, il y a González Pires qui a été un des meilleurs défenseurs en MLS dans le passé. Au milieu, il va y avoir Will Trapp. En attaque, en tant qu'allié Pizarro. Donc, vraiment, il y a des très bons joueurs à chaque ligne. Donc, je pense qu'il manque seulement, c'est ça, de la chimie, là, et tout devrait bien aller pour Miami là, pour cette première année et les années à venir. Oui, effectivement. En tout cas, c'est assez encourageant. J'ai hâte de voir, comme l'a dit Antoine, où va se placer Blaise Matuidi. Est-ce qu'il va prendre la place de soit Ulloa, soit Trapp, ou est-ce qu'il va finalement, on va voir un changement de tactique avec un milieu à 3. Donc, je serais très, très curieux. Et qui est copré, hein, parce que si jamais tu changes ta tactique et tu passes à un milieu à 3, il y a quelqu'un qui va écoper entre Pizarro. Je doute que ce soit Pizarro, mais c'est possible que ce soit Pellegrini ou Carranza. Ça va être en tout cas assez intéressant à suivre pour la suite. Donc, c'est vraiment le gros plus du côté de la MLS, le gros transfert en fait jusqu'à maintenant, en tout cas depuis le retour de cette pandémie-là. C'est quand même assez intéressant. On a hâte de voir s'il y a d'autres choses qui vont arriver parce que
on s'entend que le mercato est quand même ouvert et bien ouvert et on attend des changements, on attend encore beaucoup de renforts de la part de beaucoup d'équipes. Donc voilà pour l'Inter Miami. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Antoine, tu avais quelque chose à ajouter par rapport à ça? Ouais, juste le seul problème, je trouve, de Miami, en vrai, là, ce serait pas mal d'avoir un autre numéro 10 ou un ailier en plus. Parce que je trouve que sur le banc, c'est un peu faible. Voilà, je regardais un petit peu les mecs qu'ils ont fait rentrer hier. Breakshea, grand retour, mais aussi Mikey Ambrose ou Casey Water. C'est des joueurs qui sont bons, mais c'est pas terrible. Dès qu'il y a à mon avis, dès qu'il y a une blessure, ça va être un peu compliqué pour eux. On l'avait vu en début de saison quand Carranza était blessé d'ailleurs. Donc pour moi, en fait, il manque peut-être un élément offensif à cette équipe, et c'est pour ça qu'ils ont encore un spot de joueur désigné libre. Ça m'étonnerait pas qu'ils cherchent quelqu'un en Europe. Mais en tout cas, ouais, le recrutement de Leandro González-Pires aussi, on n'en avait pas trop parlé parce que c'est arrivé juste avant le tournoi MLS is back. Mais c'est vraiment un gros poids dans la défense, dans une défense qui malheureusement, je trouve avec Torres manquait un petit peu de consistance. Et là, franchement, c'est un beau transfert celui-là aussi. Exact. C'est sûr que oui, c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé de LGP qui a quand même été bon. Hier, on s'entend quand tu as 2 buts, quand tu encaisses 2 buts, c'est pas très bien du côté défensif, mais n'empêche, ça va prendre un peu de temps pour qu'il développe un peu sa chimie avec Reyes. Reyes-Pires, c'était le tandem en défense centrale. On va voir ce que ça va donner. Et je pense que vraiment, après j'ai vu un peu une bonne partie du match hier, puis je peux te dire que j'ai comme l'impression que c'est pas vraiment en défense le problème, c'était vraiment au milieu où il y avait du mal à couper ces transmissions-là. Donc je pense que Matuidi va régler une bonne partie du problème du côté défensif. Après, ça dépend. Est-ce que Matuidi va jouer à ailier ou non? Comme avec Didier Deschamps, ou est-ce qu'il va jouer à sa vraie position qui est milieu défensif? Est-ce que tu penses qu'on verra un Matuidi offensif, Anthony? J'ai l'impression que l'Inter Miami, au niveau offensif, là, en fait, en tant que partant, c'est déjà de la très bonne qualité. Je pense que pour l'Inter Miami, le mettre en plus d'un côté défensif, je pense que ça serait plus préférable, parce que c'est ça, vraiment, on a vu que dans le milieu, parfois, l'Inter Miami avait des difficultés. Donc, c'est sûr que Blaise Matuidi, là, les difficultés risquent de disparaître assez rapidement. Et si jamais le club là, perd d'un but ou deux, tu peux toujours le faire changer, mais j'ai vraiment l'impression que l'entraîneur là, va le faire débuter en tant que milieu. C'est vraiment mon ressenti, là. Ouais, je pense que c'est notre ressenti à tous. En tout cas, on verra. Il n'a pas joué hier, Blaise Matuidi. Je pense pas qu'il a eu encore tous les papiers nécessaires pour faire son apparition. Et je suppose aussi qu'il est un peu à l'arrêt aussi. Donc, ça va prendre un peu de temps avant qu'on le voit fouler la pelouse et aux côtés de ses coéquipiers comme Pizarro et Pellegrini. Donc, on a hâte de voir ça et on vous tiendra au courant des premiers pas de Blaise Matuidi en MLS, bien évidemment. On passe à l'autre transfert qui a quand même fait du bruit parce que c'était le retour de Eric Cubo Torres, on l'appelle Cubo, en MLS, qui est venu à Atlanta. On a souvent parlé lors du tournoi MLS is back et même avant, comme quoi, en pointe, avec la blessure de Joseph Martinez, ça a été très difficile parce qu'Atlanta n'a pas grand-chose. Frank de Boer a essayé beaucoup de choses pour remédier à la situation, en mettant Adamian, en essayant petit Martinez en pointe. Bon, finalement, ça n'a pas vraiment marché. Et puis là, on a quelqu'un comme Eric Torres qui vient rejoindre Atlanta. Et déjà, je pense qu'il a fait déjà bonne impression hier, Eric Torres. Est-ce que, Anthony, tu trouves que c'est une bonne pièce qui rejoint le collectif d'Atlanta United? Oui, c'est sûr que quand je l'ai vu jouer en MLS avec le Dynamo de Houston, c'était un très bon attaquant de MLS. Malheureusement, je pense que son temps au Mexique n'a pas été dans les meilleurs moments de sa carrière après être parti de Houston. Mais c'est sûr que j'adore la USL, mais Cubo Torres, c'est d'un autre niveau de Adamian. Donc, c'est sûr que puisque Martinez est blessé pour encore longtemps, c'est sûr que Cubo Torres va faire un grand bien, mais un très grand bien pour Atlanta. Et c'est ça, c'est un excellent attaquant de MLS.
J'ai été quand même surpris de le voir revenir en MLS avec Atlanta, mais non, je suis très content et vraiment, là, comme tu l'as dit, là, à son dernier match, il a déjà fait bonne impression. Donc, Atlanta risque d'être déjà un peu plus compétitif là, avec un attaquant de niveau MLS là, sur le départ. Exact, exact. Et Antoine, est-ce que tu penses, toi, je sais que tu es quand même fan de ce joueur-là quelque part, donc je suppose que tu étais aussi content de voir Eric Torres rejoindre la MLS. Il faut dire que ça s'est pas très très bien terminé avec Houston. Bon, on s'entend, il y avait des petits problèmes avec l'entraîneur de l'époque, Wilmer Cabrera, mais ça a l'air que Steven Glass, l'entraîneur par intérim maintenant à Atlanta, semble vouloir lui faire confiance. Est-ce que tu es content de ce nouvel ajout pour Atlanta United? Ouais, c'est pas mal comme remplacement de Joseph Martinez. En plus, ils ont dû mettre ils ont réussi à mettre Martinez sur une liste de blessés pour l'année, donc ils avaient moins de frais et ils l'ont eu totalement gratuitement. Cubo Torres, qui est pas d'ailleurs. Je t'avoue que j'ai jamais été fan spécialement du joueur. Ah ouais. Tu dois confondre avec peut-être Ramirez, mais c'est un joueur qui est pas mauvais. C'est pas le meilleur attaquant de la ligue, loin de là, mais c'est forcément mieux que Amian. Et c'est pas vraiment le même style que Martinez, parce que Cubo Torres, il aime bien décentrer, aller sur les ailes un petit peu, bouger pour laisser les solutions, mais ça peut justement pas mal marcher avec les ouvertures de Pity Martinez ou de Barco. Donc ouais, hier j'ai vu quelques actions. Il s'est un peu pris les pieds à un moment sur un compte, mais finalement c'est passé quand même. C'est une recrue plutôt solide de leur part. C'est pas un joueur désigné, ça se voit, mais je pense que ça fera le travail pour cette année. De toute façon, ça va être avec le départ de Burr, ça va être un petit peu une année de transition, j'ai l'impression, à Atlanta. Même s'ils sont toujours bons, je pense pas qu'ils visent définitivement le titre. Ils vont attendre peut-être d'avoir un nouvel entraîneur avant de faire des choix plus décisifs au niveau du roster. En tout cas, c'est mon avis. Je pense que d'ici cet hiver, ils verront plus clair. Après, je me demande comment ils vont faire quand Martinez n'est plus blessé, parce que là, dans le roster, il va y avoir une place, je crois, c'est une place d'étranger ou en gros, il fallait qu'il bouge Martinez pour pouvoir soutenir Torres. Donc, une fois qu'il va revenir, il va falloir cet hiver dégraisser peut-être un peu l'effectif. Donc, à voir. En tout cas, il y a beaucoup de bois mort dans cet effectif, en toi et moi, là. Mais bon, on l'a vu même hier avec Adamian, qui a pas fait grand-chose, qui a joué quand même presque 80 minutes sans vraiment paraître. On a vu aussi à part Pity Martinez, en fait, il y avait pas vraiment grand-chose devant, avec même Rossetto, là, Matheus Rossetto, qui était titulaire en l'absence de Barco, qui était pas là. Donc bref, c'était assez moyen. Donc on a vu juste un Pity Martinez et finalement on a vu en fait que c'est Pity Martinez qui a donné cette victoire face à Nashville 2-0. Il faut dire que Nashville n'a pas vraiment été décevant dans ce match-là. On a vu quelques belles actions avec Randall Leal, avec Annie Mukhtar. Ça a été assez intéressant et je pense que si jamais il n'y avait pas eu un bon Brad Guzan, Nashville aurait peut-être pu se sauver avec plus que 0 points, donc soit le match nul, soit même peut-être la victoire. Donc, est-ce que pour toi, Anthony, si tu vois un peu, est-ce que tu t'attendais à voir Nashville compétitionner quand même avec un Atlanta United avant le début de la saison, ou est-ce que tu trouves que c'est quand même assez étonnant de voir ton équipe compétitionner avec quelqu'un qui était supposé être un des favoris de cette ligue en début de saison? Ouais, ben, je me souviens, le premier match de la saison, j'avais quand même un peu peur, le match inaugural. Finalement, ça avait fini 2-1, un très bon match de Nashville. C'est même nous qui avions blessé Martinez. Donc, non, je m'attendais quand même à ce match-ci que Nashville soit compétitif. On les voit de plus en plus solides au milieu en défense. Joe Willis fait toujours des très bons matchs. C'est plus au côté offensif qu'il y a des points d'interrogation en ce moment. Je pense qu'on l'avait dit avant le début de la saison que ça allait peut-être être ça le problème à Nashville. Ben, ça donne que ça l'est. Et on voit déjà des rumeurs de potentiels renforts offensifs. Mais non, je suis très content de qu'est-ce que fait Nashville jusqu'à présent. Randall Leal, j'adore ce joueur. Il s'est déjà très bien acclimaté à la MLS. Il y a même un jeune repêché, Alistair Johnston, un Canadien qui peut jouer soit en tant que latéral droit ou en tant qu'ailier droit, qui fait très bien pour sa première année en MLS. Là. Donc, non, il y a beaucoup
il y a beaucoup de points positifs là, pour cette saison inaugurale. On a déjà eu notre première victoire il y a la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Donc, non, pour nager, je pense que contrairement à tout ce que les gens pouvaient dire, là, c'est pas si mal que ça jusqu'à présent. Parfait, on verra. En tout cas, on reviendra un peu plus tard sur Nashville, mais revenons un peu à Atlanta. On a dit comme quoi Frank DeBoer, après un tournoi quand même assez raté, a été démis de ses fonctions. Bon, on a parlé longuement sur MLS is back. Puis là, on voit Steven Glass venir prendre l'intérim. C'est quand même, Steven Glass était l'entraîneur de l'équipe de USL, hein, Atlanta United 2. Est-ce que vous pensez que si Steven Glass arrive à faire une bonne saison, est-ce que vous pensez qu'il pourrait être nommé de manière permanente à ce poste-là au sein d'une équipe qui a habitué depuis de son entrée en MLS d'avoir des gros noms? Donc on a vu Tata Martino au début, après quand même Frank DeBoer, juste de sa carrière de joueur parle pour lui, même si en tant qu'entraîneur ça n'a pas été bon depuis qu'il a pris les postes. Est-ce que vous pensez qu'on va vouloir un autre nom gonflant, ou si Steven Glass arrive à performer, ce sera lui qui restera là, Antoine? C'est une très bonne question. Je t'avoue que j'y avais pas du tout pensé. Pour moi, c'est évident que Atlanta va chercher un nouvel entraîneur qui a un gros nom. Mais c'est vrai que, imaginons, ils n'en trouvent pas cet été et qu'ils préfèrent attendre l'hiver pour avoir plus d'opportunités, et que Glass se débrouille très bien sur la saison. Ce serait compliqué de... En vrai, après, c'est un mec qui vient de l'UAUSL. C'est quand même rare qu'un entraîneur... Franchement, les 2-3 entraîneurs du USL qui sont arrivés en MLS prendre des positions, c'était vraiment dans des clubs qui étaient un peu moins ambitieux. Je pense à Dos Santos, qui naît de la NSL par exemple, ou à Giovanni Savarese, et donc... ou O'Connor d'ailleurs avec Orlando aussi. Donc je vois mal quand même Glass arriver direct numéro 1 s'il fait une bonne demi-saison. En plus, il faudra quelqu'un qui puisse aussi un peu décider du marché des transferts. Et je doute qu'il ait les capacités peut-être pour le faire, alors qu'un Tata Martino, un Frank DeBoer a une vraie philosophie de jeu en tête. Donc ouais, je serais vraiment étonné qu'il reste. Peut-être il restera peut-être en tant qu'adjoint du nouvel entraîneur, mais je pense que d'ici cet hiver, on aura un nouvel entraîneur. Ça ne m'étonnerait pas qu'il reste pour la fin de la saison, parce qu'après tout, il reste que 3 mois, 3-4 mois. Mais après, ouais, je pense qu'ils chercheront quelqu'un, un plus gros nom, pas forcément en Europe, peut-être quelqu'un d'Amérique latine. Mais voilà, en tout cas, c'est mon impression. D'accord, et puis je vais laisser défendre l'USL, je vais laisser Anthony défendre l'USL. Par contre, il faut avouer que ce que dit Antoine est pas totalement, il n'y a pas totalement tort. On a vu même Alan Koch du côté de Cincinnati aussi être renvoyé, ne pas pouvoir être bon en MLS. On a vu aussi O'Connor aussi avec Orlando où ça n'a pas trop marché. Donc voilà, il y a plusieurs choix. Et est-ce que tu penses que vraiment cette marche-là est un peu trop haute entre l'USL et la MLS au niveau des entraîneurs, hein? On ne parle pas au niveau des joueurs. Qu'est-ce que tu en penses, Anthony? Ben, c'est sûr, c'est une marche assez haute, je pourrais dire. Qu'est-ce qui est l'avantage, Glass? C'est qu'il est entraîneur en USL, mais avec la réserve. Donc, c'était vraiment pas... on peut pas vraiment le juger avec ses performances, puis c'était plus au niveau du développement. Mais c'est sûr que je pense qu'en ce moment, Atlanta recherche quelqu'un d'autre. Reste à voir si Glass va être capable de les convaincre. Si, par exemple, il réussit à les faire bien finir cette saison-ci et à faire un bon chemin en série, je pense que les supporters je pense pas que ça ferait l'unanimité d'aller chercher quelqu'un d'autre, mais il faut vraiment qu'il fasse une prestation superbe. Je pense que si c'est moyen, voire seulement bien, je pense qu'il va être remplacé. Mais non, je pense on pourrait dire son avenir en main. Il n'y a vraiment pas de pression, vraiment pas, là, parce que je pense pas que ça va être un échec s'ils vont chercher quelqu'un d'autre, mais il y a moyen que s'il excelle, qu'il reste en poste. Et pour ce match-ci, ça s'est quand même bien passé, mais je doute qu'il reste. Je pense pas qu'Atlanta va être dans les meilleures équipes cette année. Il y a eu d'ailleurs, il y a eu un entraîneur limogé, là, donc je pense pas que c'est l'équipe la plus stable cette saison pour aller loin. Mais je lui souhaite à Glass qui faisait toujours du très bon travail en USL, qui a permis de développer d'excellents joueurs de rotation pour Atlanta. Donc, je lui souhaite le meilleur, mais j'ai l'impression là, que ça risque de chercher là, à l'extérieur pour Atlanta. Ils doivent déjà être en train de rechercher, là.
Ouais, ça m'étonnerait pas non plus. Il faut dire aussi, bon, c'est quelqu'un qui a eu George Bello, par exemple, pendant longtemps. Et puis, Bello a fait un très bon match hier, Atlanta face à Nashville. Vraiment un très bon match. C'est même lui que je pense qui donne la passe décisive sur le deuxième but de Petit Martinez. Petit Martinez, on en a parlé souvent lors de nos podcasts, comme quoi, bon, il était pas si bon que ça. Ben, hier, il a été extraordinaire, 2 buts vraiment magnifiques, comme quoi, bon, peut-être que ce changement d'entraîneur-là va pouvoir un peu le lancer. J'aimerais bien parler après des 2 gros clubs de LA. C'est important parce que on a vu 2 clubs où c'était assez décevant au niveau de MLS is back. Bon, du côté de LAFC, même si c'était décevant parce que c'était le favori du tournoi, finalement, qui est sorti finalement au tir au but, si je me rappelle bien, contre Orlando. Donc, je pense que LAFC a un gros besoin d'un renfort en pointe, surtout après les dernières nouvelles, qui a à peu près une dizaine de jours, Adama Diomande, qui était blessé, qui finalement a terminé son contrat et quitte le club pour des raisons familiales et des raisons aussi physiques, parce qu'il paraît qu'il ne s'est pas encore remis de sa cheville droite, si je me rappelle bien. Donc, c'est assez compliqué de ce point de vue-là. Par contre, en pointe, est-ce que tu penses, Antoine, LAFC avec Bob Bradley pourra encore se débrouiller avec un Carlos Vela en pointe ou bien même le vieillissant Bradley Wright Phillips malgré un très très bon tournoi, ou est-ce que tu penses qu'ils ont besoin un peu plus de renfort parce que Bradley Wright Phillips pourra pas jouer tous les matchs 90 minutes. Donc je sais pas ce que tu en penses toi, Antoine. Mais ça tuerait pas, c'est sûr, d'avoir un nouveau numéro 9 qui soit très bon, mais je pense pas que ce soit si nécessaire que ça finalement. Certes hier c'était pas terrible, mais l'année dernière ils ont vu quand il y a Diomandé était absent quelques matchs qu'il pouvait très bien marcher avec Vela en pointe et ça donnait en plus de responsabilités à Rodriguez ou Rossi qui se débrouillait très bien. Et Bradley Phillips a montré dans le tournoi MLS is back qu'il est capable d'enchaîner les matchs finalement, plutôt de belle manière. Donc ça serait pas mal parce que je pense que Bob Bradley préférait jouer avec Diomandé justement à cette place-là et malheureusement il est parti. Mais je pense pas que ce soit une grosse priorité en fait du côté du LAFC, qui finalement est une équipe assez complète, même avec un Bradley Wright Phillips sur le banc que tu peux faire rentrer après, ce qui se casse une arme genre assez énorme. C'est plus, je trouve, sur les ailes, si jamais Rodriguez ou Rossi se blesse, que là ça peut poser problème. Donc il faudrait peut-être un mec un petit peu versatile qui puisse jouer, que ce soit en pointe ou sur le côté. Mais pour le moment, je trouve que ça passe en fait. C'est pas catastrophique sinon non pas. C'est pas Atlanta quand ils ont perdu José Martinez par exemple. Ouais, non, c'est sûr que c'est beaucoup moins problématique qu'Atlanta. Mais est-ce que toi, tu penses, Anthony, qu'il y a besoin de ce joueur en pointe ou tu es plus de l'avis d'Antoine où il y a besoin d'un joueur qui puisse jouer sur le côté autant qu'en pointe, un joueur un peu polyvalent parce que c'est vrai que sur les ailes, quand tu y penses, t'as Rodriguez, t'as Rossi, bon, t'as Vela aussi qui peut jouer là. Et après, c'est un peu le néant sur les points, sur les ailes. Bon, il y a Adrian Perez aussi, mais bon, c'est pas énorme. Ouais, ben, je pense que le mieux pour les FC, ça serait d'aller chercher 2 renforts. Il y a également l'active blessing là, qui des fois peut dépanner sur les côtés. Mais non, je pense que les FC, s'ils veulent atteindre les objectifs qui se sont fixés, la moindre des choses, je pense, pour eux, s'ils espèrent toujours le titre cette saison, ça serait d'aller chercher un autre attaquant parce qu'ils sont à une blessure là, d'être assez pauvre au niveau du buteur. Là. Donc, si par exemple Wright Phillips se blesse demain, LAFC va avoir beaucoup de difficultés. Donc, moi, j'irais vraiment pour un nouveau buteur et par la suite, s'il reste encore de la place, là, peut-être un allié de rotation, mais je privilégierais vraiment un buteur, là, 100% buteur. Là. Ben, c'est ça. Moi, je pense que maintenant, Antoine m'a un peu convaincu, mais je pense qu'on a besoin de 2 joueurs encore à LAFC, surtout qu'on est en train de jouer dans une saison condensée. Hein, donc, on va y avoir beaucoup de matchs en peu de jours. Je pense qu'ils vont avoir besoin de pouvoir mettre un peu de fraîcheur sur le terrain. Donc, peut-être un buteur et un ailier, ce serait vraiment magnifique. Après, bon, il faut voir aussi quelle est la place qu'ils ont sous le plafond salarial. Je pense pas qu'ils en ont beaucoup avec les joueurs qu'ils ont. Mais tu as fait un bon point aussi, Anthony. Tu as parlé de Latif Blessing. On a l'habitude de le voir au milieu de terrain. Maintenant, ça fait 2 ans. Mais en fait, c'est un ailier droit. Donc, c'est très, très capable de jouer, de prendre ces postes-là. Surtout qu'au milieu de terrain,
même si on adore ce milieu avec Blessing et Kay. On aime beaucoup ce milieu de terrain-là, et avec Atuesta, qui est blessé malheureusement. Mais il y a quand même 2 joueurs qui sont là, qui peuvent venir et remplacer Blessing au milieu de terrain, que ce soit Ginella ou Cifuentes. C'est des joueurs qui peuvent venir apporter leur savoir-faire au milieu de terrain. Donc bref, assez intéressant de ce point de vue-là. Et du côté du rival, ce qui se passe, on en avait parlé très souvent lors du tournoi MLS is Back. Je pense que je t'ai reçu une fois ou deux, Anthony, pour parler du LA Galaxy. On a trouvé que cette équipe-là manquait beaucoup de profondeur. Hier, on a vu cette équipe-là, malgré ce manque de profondeur-là, vraiment s'imposer face à LAFC sur le score de 2-0. Une énorme victoire, surtout pour le moral, pour le Galaxy. Mais aussi, on a vu le Galaxy signer 2 joueurs. En premier, Jonathan Klinsmann, le fils de Jürgen Klinsmann, et Yoni Gonzalez, l'ailier droit, qui est quand même assez polyvalent, qui peut jouer à plusieurs positions, qui a joué longtemps au Brésil, qui a été quand même un très bon joueur. Est-ce que vous pensez que ces 2 renforts-là, ce serait quand même, c'est sûr que c'est bienvenu du côté de Galaxy, mais est-ce que ce serait suffisant, Antoine? Non, pas du tout, je comprends pas. Ça fait depuis Gel Van Damme qu'ils n'ont pas un bon défenseur central. Enfin, un mec qui tient la route à tous les matchs sans faire des erreurs, et ils sont toujours pas allés chercher. C'est incompréhensible. Parce que leur gros problème, certes, c'est la profondeur de banc. C'est vrai que quand tu commences ce match, alors Zubac a fait un match plutôt pas mauvais hier. Ouais. Mais quand tu commences ce match avec Zubac en pointe, t'es le Galaxy, quoi. Il y a un moment, il faut que tu te respectes et que tu respectes le nom, l'histoire et le talent que tu as de base. Même si Charito est blessé, mais même je trouve que vraiment c'est la défense centrale qui est mauvaise à Galaxy. C'est bien cool d'aller chercher un gardien, mais alors Bingham, c'est vraiment pas le meilleur gardien de la ligue, et je comprends qu'ils veulent essayer de mettre un peu de concurrence à ce niveau-là. Mais je trouve que c'est Klinsmann, c'est pas un gardien qui est là pour aller tout de suite chercher la place du numéro 1. Tu sais, c'est pour un petit peu mettre un peu de concurrence. Mais je veux dire, ça sert à rien autant aller chercher un mec qui direct va prendre la place du numéro 1, parce que là, tu hésites, tu tâtonnes, c'est un peu bête. Alors que si tu mets une vraie paire de défenseurs centrales, Bingham ou Klinsmann, ça sera tout de suite différent. J'ai un peu du mal à comprendre leur stratégie. Et après, ils n'ont pas de chance, il y a beaucoup de blessures. Dos Santos, Chicharito. Mais pour moi, la priorité, ça a été un défenseur central, quoi. Après, là, ça va faire très mal avec leur nouvelle recrue. Excusez-moi, le nom m'échappe. Yoni Gonzalez, ouais. Encore Gonzalez en MLS, c'est cool ça. C'est vraiment du mal à tous les prénoms. Mais avec Leggett, Pavon, Gonzalez devant Chicharito, et puis après Dos Santos, Corona Kitchen. C'est une grosse équipe, vraiment, c'est beau. Mais c'est derrière, il faut vraiment des recrues. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Il manque ces recrues derrière, même si Nicolas Dupuis a fait quand même un bon match hier. L'ancien attaquant qui a été reconverti en défenseur central, il a quand même fait un bon match hier, coupant plusieurs tentatives dangereuses de la part de LAFC. Du côté de Anthony, de ton côté, est-ce que aussi tu as du mal à comprendre un peu ces choix du côté du Galaxy, qui commence quand même à avoir, si jamais tu as le retour des blessés, avec Keshan, Dos Santos, Chicharito, il y a quand même une bonne profondeur au point de vue milieu et attaque, avec surtout en voyant hier la super belle entente entre Araujo, Zubac et Edget qui étaient les artisans un peu des 2 buts du côté de Galaxy. Est-ce que tu penses que si jamais tu amènes 1 ou 2 défenseurs, cette équipe du LA Galaxy pourrait, à ce moment-là, espérer beaucoup, beaucoup mieux que ce qu'elle nous a montré? Ouais, j'ai l'impression que c'est toujours la même chose avec le Galaxy depuis plusieurs saisons. On dit tout le temps il manque seulement une signature pour vraiment que ça soit une équipe dominante en MLS, et ils vont toujours recruter un défenseur. Et le défenseur, finalement, ça finit toujours qu'il fait rien, mais non, ça prendrait c'est plate à dire, mais je pense que le Galaxy est rendu au point qu'il devrait aller chercher un joueur désigné en défense. Je pense que ça réglerait bien des problèmes, parce que sur ce match-ci, là, c'est vraiment la réserve, les Galaxy 2 qui a sauvé l'équipe. Zubac vient de la USL, Nick Dupuis aussi. Ça peut en surprendre plusieurs de voir Dupuis en défense centrale, mais depuis une saison ou 2, là, avec la réserve, il fait très bien cette position-là, et je trouve que c'est
c'est très bien par Barros Schelotto de vraiment lui laisser la place de partant. Et vraiment, je pense pas qu'il a mal fait sur ce match-là. Il y a eu 0 but encaissé, donc c'est vraiment beau à voir. Et ça reste une charnière centrale made in USL, donc ça me rend heureux et ça prouve que la USL peut réussir en MLS. Ouais, on va en parler un peu plus tard, c'est sûr, de la USL, en tout cas des joueurs USL, contrairement aux entraîneurs. Mais on va en parler un peu plus tard de ça parce que j'ai quelques belles nouvelles pour toi. Par contre, j'aimerais revenir au transfert. Et on a parlé des gros booms, on a parlé d'un gros boom marketing avec Blaise Matuidi qui est venu à l'Inter Miami. Mais il y a un gros boom qui fait couler beaucoup d'encre. Et ici, la signature d'Emmanuel Reynoso, le milieu offensif, à Minnesota United. Antoine, t'as pensé quoi de cette signature-là? C'est quand même un gros coup. Ouais, c'est un mec en plus qu'on attendait depuis très longtemps à Minnesota. Je me souviens que ça fait derrière fin de mercato, ils étaient déjà en négociation, mais apparemment Boca est très compliqué à négocier avec, donc c'était un peu compliqué pour Minnesota. Mais non, c'est un très bon joueur. C'est un peu la star qui manque peut-être à Minnesota pour être ce qu'on. Je trouve que voilà, Minnesota comme Columbus. Colorado à un degré moindre, mais c'est un peu les trois équipes qui sont les outsiders, c'est-à-dire derrière les grosses équipes comme LAFC, Toronto, Atlanta, Seattle, tu as les équipes un petit peu outsiders de la ligue qui sont très bonnes et peuvent vraiment prétendre au titre, mais qui sont beaucoup moins cités parce qu'ils ont moins de salaire. Et justement, est-ce que Minnesota, le Reynoso, c'est peut-être la signature qui peut les faire monter à un niveau au-dessus? C'est un club qui est assez complet, je trouve, sur le 11 de départ. Ils ont très bien marché au dernier mercato pour se renforcer en pointe notamment. Certes, la saison prochaine seront un peu vieillissants en défense centrale au milieu de terrain, mais là, c'est une très belle recrue Reynoso qui peut justement les faire peut-être justement progresser dans cette dernière partie de saison jusqu'au playoff peut-être. Donc c'est une très belle signature. Les fans de Boca ont l'air vraiment dégoûtés de le voir partir à Minnesota. Ils s'attendaient vraiment à ce qu'il signe dans un grand club européen, donc j'ai l'impression que c'est un très bon coup de la part de Minnesota. Oui, effectivement, j'ai un ami qui est un gros fan de Boca Juniors et pour lui, c'était un peu la fin du monde de le voir quitter. Après, bon, c'est quelqu'un qui respecte beaucoup la MLS, donc il était très content sur le fait que la MLS allait pouvoir profiter de lui. Après, c'est drôle, moi je le connais pas, je vais être très honnête avec vous, je le connais pas du tout le joueur. Par contre, je regarde ses statistiques, c'est assez bof. J'ai pas trouvé ça quand même extraordinaire. Mais bon, après, des fois, tu regardes les statistiques, puis ça veut rien dire. Par contre, ça a l'air d'un milieu offensif, mais qui va plus faire en sorte de vraiment être l'huile dans la machine, qui va vraiment wheeler la machine comme il faut et faire en sorte que Minnesota, déjà, qui est quand même une bonne équipe bien wheelée, fonctionne vraiment à plein régime. Anthony, est-ce que tu penses qu'un joueur comme ça peut faire passer une équipe comme Minnesota d'une équipe bonne, voire très bonne, à une excellente équipe? C'est dur à dire. Ça dépend comment Reynoso s'acclimate à la MLS. C'est sûr, c'est pas. Je pense pas que c'est le genre de joueur qui va empiler les buts ou les passes décisives. Je pense que c'est un milieu offensif, mais qui est plus effacé dans le jeu. C'est le genre de joueur qui peut faire une différence sur un effectif. Mais je pense pas que Minnesota sont allés chercher un gros joueur, selon moi. C'est un excellent joueur de MLS, mais je pense pas qu'ils sont allés chercher un joueur désigné, par exemple. Je pense que c'est un joueur qui va très bien faire avec Minnesota, mais c'est peut-être pas lui qui va sauver l'équipe à chaque match. Là. Mais c'est une excellente recrue tout de même. Je pense que ça va vraiment aider le milieu de Minnesota et ça va le compléter à merveille. Mais faut pas se baser seulement sur lui là, pour gagner les matchs. Sinon, Minnesota va échouer. Là. D'accord, Antoine, tu penses que c'est ce joueur-là. Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'Anthony dit? Moi, je pense que ça va être un peu je trouve que c'est la seule pièce manquante dans ces effectifs de Minnesota. Donc, je suis plutôt optimiste. Je pense qu'ils joueront plus en 4-2-3-1 pour le faire jouer en numéro 10. Et tu as un milieu de terrain avec Gregush et Alonso. Et puis d'un coup, tu as Reynoso en numéro 10 et à côté de lui, tu peux mettre des ailiers rapides, Molino, Finlay, Lod, même Raheem Edwards qui peut sortir du banc. Il commence à avoir une vraie profondeur de banc, sans parler de l'attaque, avec Amaya, avec Mason Toy.
Thomas Chacon aussi, j'avais oublié, mais ouais, ils ont signé de jeunes. Enfin, franchement, ils commencent à avoir une sacrée équipe. C'est pas mal de pression en plus pour, pour Adrian Heath, je pense. Mais ils ont une équipe qui, clairement, d'un coup, je trouve, est passée d'une équipe, d'une équipe d'outsider à une vraie équipe qui peut toucher les sommets. Donc, moi, je trouve ça assez dingue le mercato de Minnesota. Ces dernières années, ils sont vraiment bien faits pour rattraper les coups de la première année complètement ratés. Et ils sont vraiment renforcés à tous les niveaux. Franchement, là, en plus, tu as des jeunes comme Dodson ou Casper qui sont en train d'émerger. C'est une vraie belle équipe, Minnesota, et Reynoso va vraiment sublimer le tout. Exact. Et en plus, ils ont l'expérience avec Boxal, Ike Opara en défense centrale. Bref, ils ont tout ce qu'il faut, je trouve. Et moi aussi, je suis très, très excité à voir ça. On l'a vu durant le tournoi MLS is Back, ils jouaient en 4-1-4-1. Et on voyait Dodson, qui est d'habitude plus un défenseur latéral droit. On l'a vu jouer en tant que presque milieu offensif parce qu'il n'avait plus trop le choix à Adrian Heath avec les joueurs qu'il avait. Là, tu ajoutes un Reynoso. Tu vas pouvoir revoir Dodson soit en latéral droit, soit en latéral gauche, comme on l'a vu l'année passée, parce que il y a quand même Romain Métanire qui est en latéral droit, même s'il est blessé. Donc bref, ça va être assez intéressant de voir que quelqu'un comme Adrian Heath va pouvoir avoir vraiment beaucoup de choix. Faut voir, est-ce que Adrian Heath va accepter Reynoso comme il est? Parce que je ne sais pas quel genre de joueur c'est, si ça va être un joueur qui fait ses replis défensifs ou est-ce que ça va être un joueur comme Darwin Quintero qui est très bon en attaque puis après défensivement c'est pas très bon. Et est-ce que Adrian Heath qui a eu des petits problèmes avec Quintero et qui finalement a décidé de s'en séparer, est-ce que Adrian Heath va pouvoir accepter ces petites largesses sur le côté défensif? Ça c'est la question à 1 million que tout le monde se pose. En tout cas, on verra bien du côté de Minnesota. Là, c'est des gros transferts. Après, il y a eu plusieurs petits transferts et j'aimerais vous parler d'une équipe, moi, qui m'impressionne. Non seulement dans son jeu, mais aussi dans sa manière de régler le tout. Et c'est le Crew de Columbus. Je veux juste vous dire, le Crew de Columbus, déjà, avait remporté ses 3 matchs en phase de groupe du tournoi MLS is Back. Mais maintenant, vient se renforcer avec 3 joueurs. Emmanuel Boateng, même s'il était blessé, rejoint le Crew. Fatai Alashi rejoint le Crew aussi en provenance de Cincinnati. Et ils ont ramené une profondeur de banc avec Grant Lillard en défenseur central de l'Inter Miami. Est-ce que pour vous, Caleb Porter, avec ces joueurs-là qui viennent et qui peuvent apporter un plus, c'est vraiment des joueurs qui ne seront pas titulaires, hein? C'est des remplaçants, des profondeurs de banc. Est-ce que vous pensez que ces joueurs-là peuvent faire en sorte que Columbus serait un des favoris au titre maintenant? Je vais commencer par Anthony cette fois. Ouais, je pense pas qu'ils sont encore au niveau du favori au titre, mais c'est sûr que c'est souvent avec les joueurs de banc qu'on peut espérer se rendre loin. En fin de match, ils peuvent faire la différence. Donc, c'est une excellente stratégie de Caleb Porter. Je pense pas qu'encore cette année, ils sont prêts à se battre pour le titre, mais c'est vraiment avec des joueurs de banc là, qu'on s'assure d'être compétitif durant l'ensemble des 90 minutes. Donc, non, pour moi, ils sont pas prêts au titre, mais sont tout prêts. Là, peut-être la saison prochaine avec une recrue ou 2 encore, là, ça pourrait devenir plus dangereux, mais non, vraiment, ils sont allés chercher des bons joueurs de rotation. Là. Emmanuel Boateng, ça va faire un excellent super sub au Crew. Parfait. Et toi, Antoine? Je suis un peu plus confiant qu'Anthony. Comme je disais, Columbus est une des équipes vraiment outsider au titre. MLS is Back, beaucoup de gens après la phase de poule les donnaient vraiment favoris pour le titre final. Et c'est une équipe qui aussi, à chaque ligne, est assez complète, je trouve. Ils ont un des meilleurs milieux de la ligue avec Nagby. Ils ont vraiment Mensah, Valenzuela derrière, qui sont des mecs solides. Zardes qui continue à bien jouer. Et finalement, cette profondeur de banc, c'est peut-être juste ce qui leur manquait. Mais Emma Boateng, j'adore ce joueur. Malheureusement, à DC, ça s'est très mal passé. Il a peu joué. Mais ça va rajouter la profondeur de banc au milieu de terrain. Pareil pour Alashi. Et puis derrière, il y a aussi des mecs comme Falendo Hadi. Donc je crois qu'ils ont un banc maintenant qui commence à se constituer. Ils ont un 11 qui est très solide. Franchement, ils commencent à devenir dans les favoris à l'Est pour moi. En plus, c'est une très belle équipe qui joue plutôt bien. Il n'y a pas trop de pression parce qu'ils savent qu'ils
qui gèrent déjà plutôt pas mal leur match. Non, ouais, donc plutôt confiant, un très bon mercato de leur part aussi. Et faudra voir un petit peu après comment ils peuvent gérer l'après MLS is back, parce que ça aurait dû mettre un coup au moral. Mais non, je suis plutôt confiant pour Columbus. Ouais, moi pareil, je suis vraiment très confiant pour Columbus. Je regarde un peu leur équipe. Bon, après, ils ont des blessures. On a Wormgoor, le défenseur central, qui s'est blessé. Mais bon, tu as ramené Lillard, tu as Josh Williams sur le banc en tant que défenseur central, qui peut être là. Tu as Aboubakar Keita, puis tu as Jonathan Mensah. Donc, il y a ce qu'il faut en défense centrale. Les latéraux gauches, que ce soit Victor Jiménez, Milton Valenzuela, c'est pas mal. En attaque, malgré la blessure de Younes Mokhtar qui s'est blessé, qui était quand même été très bon là, durant le tournoi, ben t'as ce qu'il faut. Tu viens te ramener aussi Emmanuel Boateng. Je sais pas, moi j'aime beaucoup ça. Chazardes devant qui, on le sait, qui quand même, malgré ses petits problèmes de finition, est quand même un très bon attaquant à MLS. Donc bref, moi j'aime bien ça. Moi je trouve que cette équipe-là a vraiment tous les arguments maintenant. Surtout qu'ils sont, on va revenir là-dessus, mais ils sont quand même très bien placés dans le classement maintenant. Mais on reviendra là-dessus. J'aimerais qu'on parle aussi d'une autre équipe de MLS is back qui s'est vraiment renforcée, c'est Orlando. Même si hier elle a perdu 3-2 face à l'Inter Miami, Orlando s'est renforcé avec un attaquant, Ayas, qui vient juste de signer en provenance de Mirandes. Donc, juste pour mettre un peu en contexte, c'est quoi Mirandes? Mirandes, c'était une équipe où il était prêté, en fait, l'année passée. Mirandes est arrivé en demi-finale de la Copa del Rey en Espagne, donc la Coupe en Espagne. Et grâce à ce joueur-là, qui s'appelle Ayas a marqué 6 buts lors de cette épopée. En Copa del Rey l'année passée, on a remarqué qu'à Orlando, et si jamais on l'a vu durant le tournoi MLS is back, à Orlando, il manquait cet attaquant de pointe avec Dwyer qui est souvent blessé ou souvent hors de forme. Akindele, bon, il fait ce qu'il peut, mais c'est pas non plus extraordinaire en attaque. Est-ce que tu penses, Anthony, que Matheus Ayas pourrait amener une dimension supplémentaire à l'équipe d'Oscar Pareja? Oui, ben c'est sûr, c'est un joueur qui a vu d'autres styles de soccer. Je pense que c'est toujours bien, surtout avec la blessure à long terme de Dom Dwyer. Ils ont également prêté Santiago Patino au Mexique. Donc vraiment, je pense que c'est une bonne recrue en termes de buteur. Il va pouvoir venir concurrencer Tesho Akindele. Je pense même qu'il est supérieur. Donc, j'ai hâte de voir un peu le combat au poste de titulaire entre les deux parce que Pareja a quand même l'air d'aimer beaucoup Tesho Akindele. Mais non, je pense que ça va être beau à voir. Et j'ai très hâte de le voir sur les terrains. C'est un joueur que malheureusement, j'ai pas eu la chance de voir jouer jusqu'à présent, donc ça va être une découverte pour moi. Et comment tu me l'as présenté, là, j'ai très hâte. Je pense que Orlando va être bien. Comment je pourrais dire ça, va avoir des bons buteurs là jusqu'à la fin de la saison. Ouais, ben c'est sûr, c'est ton petit chouchou, hein, MLS Orlando, donc c'est sûr que tu dois être quand même assez content. Antoine, est-ce que tu penses que, on a vu le collectif d'Orlando, combien il était super bien en place avec Oscar Pareja, il manquait toujours ce petit plus en pointe. Est-ce que tu penses que c'est ça? Ouais, vraiment, pour moi en fait, la signature, c'est un peu la fin de Don Dwyer. Parce que je pense que déjà par rapport à ce qu'il a montré, les Akindele ou même Daryl Dike hier, un mec qui sont récupérés en Super Draft, hier a plutôt bien joué contre Miami, quelques occasions franches. On voit qu'il a du mal encore au niveau du placement, mais il y a des bons appels tout de même et des finitions plutôt bonnes. Donc pour moi en fait, si même sans Ayas, il y a vraiment une concurrence et Dwyer n'a plus le poste de numéro 9 forcément bloqué pour lui. Donc moi cette signature me fait dire que Dwyer, à mon avis, au prochain mercato, il est tradé quelque part, je pense, parce qu'il coûte cher et parce que Ayas et derrière Akindele et Daryl Dike, c'est vraiment suffisant pour en tant que numéro 9. Donc je le connais pas non plus, Matheus Ayas, mais le fait qu'il a 23 ans, il a l'air d'être plutôt jeune, donc il a l'air de pouvoir rester plusieurs saisons. Et si ça marche, à mon avis, bye bye Dwyer au prochain mercato.
Ouais, ben, ce serait bien. Après, je suis curieux de savoir quelle équipe misera encore sur Tom Dwyer avec son salaire, ses multiples blessures qu'il a eues dans les dernières années. Il a quand même 30 ans maintenant. Je sais pas, ça va être difficile de trouver un club preneur pour Tom Dwyer, mais je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que si jamais Ayas parvient à montrer son talent à Orlando, ben, Dwyer, on le verra plus trop du côté d'Orlando. Une autre équipe dont on a parlé pendant longtemps de son manque de profondeur, ben, c'est les Red Bulls de New York. On était très, très, très pessimiste sur la capacité des Red Bulls à être bons cette année. Bon, les Red Bulls n'ont pas été mauvais lors du tournoi MLS is Back, hein, meilleur que ce qu'on s'attendait. Bon début de saison, on reviendra là-dessus. Puis là, ils viennent chercher, grâce à le gros conglomérat Red Bulls, ils viennent chercher un attaquant de Salzbourg, un attaquant en Samuel Tété, le Ghanéen, qui vient signer en pointe. Est-ce que ce serait bien d'avoir un attaquant comme ça? Et juste pour mettre un peu en contexte aussi, Samuel Tété, le Ghanéen, a marqué 7 buts, 5 passes décisives l'année passée avec Salzbourg en championnat d'Autriche. Il était titulaire, que ce soit lors des phases de qualification pour la Ligue des champions UEFA, et titulaire lors des 6 matchs joués par Salzbourg en Europa League. Donc, c'est pas un petit joueur, hein, c'est un joueur, et on a vu Salzbourg en Europa League était quand même très très bon. Donc avoir un titulaire dans une équipe qui a très bien fonctionné en Europa League, c'est pas rien, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Ben, je commence par Antoine cette fois-ci. Ouais, surtout qu'à Salzbourg, t'as un mec qui veut voir jouer et du conseiller au Red Bull, c'est Jesse Marsch, un entraîneur qui est maintenant entraîneur à Salzbourg. Donc ils ont dû avoir des assurances au niveau de son niveau par rapport à Marsch, à mon avis, qui a dû bien communiquer avec les Red Bulls. Mais c'est vrai que oui, il manque vraiment un élément offensif qui peut changer la donne au Red Bull. Je trouve qu'il n'y a vraiment que Florian Vallo qui sort du lot, que ce soit Ratowski ou Danny Royers. C'est des bons joueurs, mais il manque une grosse présence à leur côté pour faire la différence. Et j'espère que Tété pourra le faire, mais pour moi, c'est pas assez tout de même ce transfert pour mettre Red Bulls dans on va dire, le top 5 ou 6 à l'Est. Hein. Il faudra encore d'autres signatures, notamment derrière sur les ailes, mais c'est un bon début et j'ai hâte de voir ce Tété jouer. J'avoue, j'ai jamais vu jouer avant, mais si Jesse Marsch lui faisait confiance à Salzbourg, c'est qu'il doit être plutôt bon. Ouais, effectivement, ça doit être qu'il est bon, je pense. Est-ce que toi, Anthony, tu trouves que aussi c'est le cas? Tu penses que vraiment cette équipe des Red Bulls a besoin aussi de renforts supplémentaires? Parce que c'est sûr que c'est quand même assez léger. Ouais, ben c'est sûr, on le sait tous que les Red Bulls sont un peu en reconstruction dernièrement. Ils ont laissé partir beaucoup de joueurs la saison dernière, des joueurs à très fort talent. Je pense surtout que Tété il vient remplacer un Sims qui était là la saison dernière. Je pense que ça va très bien faire. Et il y a beaucoup de potentiel. Elle dit que, comme tu disais, il a inscrit plusieurs buts, plusieurs passes décisives. Il a été un joueur clé, même en Europa League. Donc, non, je pense que avec ce genre de signature, les Red Bulls sont vers la bonne voie pour retrouver, on peut dire, un côté compétitif, mais c'est sûr qu'il reste encore beaucoup d'autres joueurs à aller chercher avant d'espérer faire de grandes choses en MLS encore une fois. Exactement. Donc, il y a eu d'autres transferts. On va pas aller sur tous les transferts qui se sont passés, notamment du côté de New England avec Mané McNamara, Houston qui a ajouté Zaibo à Ariel Lassiter, ou même Dallas avec le nouveau gardien Felipe et le milieu central Andrés Ricorté, en Cincinnati qui a recruté Mokojo de Brentford quand même, c'est qui est pas si pire. Donc, il y a eu plusieurs transferts. Par contre, j'aimerais qu'on passe un peu du classement, qu'on parle un peu du classement en date d'aujourd'hui parce que la saison régulière est revenue du côté de la MLS. Puis un classement qui quand même s'annonce assez serré, bien évidemment. Mais on voit, par exemple, à l'Est, on voit deux équipes qui se sont un peu détachées du lot. Columbus avec 16 points en 6 matchs. Toronto avec 15 points en 7 matchs. Après, derrière eux, il y a un petit trou. Il y a 5 points derrière les Red Bulls qui quand même impressionnent en ce début de saison. Et Atlanta qui quand même a retrouvé quelque part un certain allant en étant en 4e position.
En fin de tableau du côté de l'Est, on a le Fire de Chicago avec juste 4 points en 6 matchs, l'Inter Miami avec juste 3 points en 6 matchs et New York City FC qui est la grosse surprise avec 3 points en 6 matchs. Un petit mot sur ce classement, Antoine, à l'Est? Ouais, c'est étrange de parler de ce classement parce que finalement, j'ai du mal à me souvenir parce que City, ils ont fait 3 matchs de groupe pas dingue, ouais, Messi is back, mais c'était pas non plus catastrophique. Pour moi, c'est vraiment pas une des pires équipes de l'Est. L'Est est meilleur que je pensais au début de l'année. Moi, je pensais que l'Ouest allait un peu dominer. Finalement, des équipes comme Columbus, on en a parlé pendant le podcast, Toronto, ont montré qu'ils avaient finalement même des vieux à Toronto ont beaucoup surpris. Et donc je suis assez étonné quand même de voir City en bas. Je pense que ça ne durera pas trop longtemps. Ils vont remonter. Je pense pas que ça soit une équipe qui va finir en top 3, mais à mon avis ils seront en play-off sans trop de problèmes. Je pense aussi que Miami, le match d'hier, ils ont montré quelques petites choses avec Matuidi, peut-être un autre joueur désigné, peut-être d'ici la fin de l'été, il y a moyen qu'il repasse aussi devant. Mais ça va être très intéressant à suivre. C'est vrai que Columbus et Toronto ont pris une avance assez conséquente malgré le peu de matchs joués. Columbus sont toujours invaincus, pareil pour Toronto. Et eux, ils ont vraiment les armes, justement, on en parlait avec une profondeur de banc assez intéressante. Donc, ils ont les armes pour continuer pendant pas mal de temps. Donc, ça va être une course, à mon avis, à 2 pour le titre à l'Est. Anthony, tu en penses quoi de ce classement-là? Il y a plusieurs autres équipes. Si tu veux parler des équipes de milieu de tableau, n'hésite pas. Mais quand même assez étonnant de voir Columbus premier, puis New York City FC dernier. Présentement, on s'entend, ils ont juste joué 6 matchs, mais n'empêche, c'est quand même assez étonnant, non? Ouais, c'est étonnant, mais je pense qu'on avait parlé là, dans les derniers temps que c'était vraiment l'acclimatation au nouveau coach qui était difficile. Je pense que maintenant, là, ça va mieux aller. Mais non, c'est intéressant de voir Orlando dans une position qui les qualifierait aujourd'hui pour les séries. C'est vraiment étonnant de voir les Red Bulls aussi haut dans le classement. Mais non, je pense que, honnêtement, sauf le NYCFC un peu plus haut et l'Inter Miami, que je pense qu'au fur de la saison, ils vont grimper dans le classement, là, mais je pense que je ne serais pas choqué de voir ce classement-là vers la fin de la saison. Malheureusement, pour ma part, je pense pas que le Crew va rester premier. Je pense que vous croyez plus en eux que moi, mais non, je pense que Toronto va finir premier. Je pense que les Red Bulls vont descendre un peu, mais non, c'est ça. À part 3-4 équipes, je pense qu'ils vont changer de place. Je pense que le classement va ressembler à ça vers la fin de la saison. Là, je ne serais pas surpris. Parfait. Et on passe à l'Ouest. Du côté de l'Ouest, aussi, il y a une sorte de trou fait par Sporting Kansas City avec 15 points en 6 matchs. Juste après, tu as Minnesota United et Portland avec 11 et 10 points. LAFC avec 9 points, avec Real Salt Lake aussi en même temps. Et puis, au fond du classement, tu as 3 équipes et moi, ça m'étonne beaucoup, surtout pour Dallas, avec juste 6 points en 5 matchs. C'est sûr qu'ils ont un match de moins que la plupart des équipes, mais n'empêche, c'est quand même très, très peu pour quelqu'un comme FC Dallas. Le Galaxy avec 5 points en 6 matchs et le Dynamo de Houston avec 4 points en 6 matchs. Moi, je suis pas trop étonné pour les Dynamo. Par contre, je suis sûr que Antoine, qui pensait que cette année, ce serait vraiment l'année de Houston, ça a l'air assez compliqué comme début de saison. On est encore très tôt dans la saison. Ouais, faut arrêter de me prendre pour un fan de Houston à chaque podcast, juste parce que j'ai fait un article sur eux qui disait qu'ils dépensaient pas d'argent, mais ils dépensaient bien. On pense que je suis fan. Non, j'ai dit que Houston avait bien recruté devant, et je pense toujours que c'est vrai. Mais c'est vrai que oui, derrière, c'est toujours Houston. Je pensais qu'ils allaient se battre pour les playoffs, pas qu'ils allaient se battre pour le titre, c'est clair. Non, je suis plutôt. Je trouve que ce classement reflète bien une année où notamment le Galaxy patine pas mal. Ils attendent que Chicharito revienne un peu. Et là, ils ont fait des belles recrues. À mon avis, ça va repasser devant. Dallas, quand on regarde, ils ont en points par match, ils sont devant Vancouver, Dallas ou Houston notamment. Donc, Terry, ils seront un peu plus hauts dès qu'ils joueront un peu plus de matchs. C'est vraiment dommage que Milas back qu'on n'a pas pu voir tous les jeunes parce qu'ils ont un effectif très bon. Ils ont une différence de but qui est meilleure que 2 équipes devant eux. Je suis très surpris de Colorado parce que malgré un tournoi MLS back qui avait montré des bonnes choses, ils ont finalement pas gagné
tellement de points. Et hier, ils se sont fait écraser par le Real Salt Lake. Donc j'ai hâte de voir comment ils vont reprendre. Benezet est blessé, est-ce que ça joue peut-être et ouais, j'attends une montée en puissance. Vraiment, en fait, je pense que sur cette phase où il va y avoir beaucoup de matchs qui vont s'enchaîner dans une courte période de temps, des équipes avec une vraie profondeur de banc. Donc je pense notamment à Portland et à Seattle. Je pense qu'ils vont remonter un petit peu dans ce classement, là où d'autres vont peut-être un peu plus tomber. Je suis surpris de voir Kansas City en premier. On va voir s'ils arrivent à tenir la première position, mais je pense que ouais, on va avoir avec l'enchaînement des matchs un classement qui va s'étirer et des espaces se créer un peu plus. Ouais, non, effectivement. Et toi, Anthony, t'as pensé quoi de cette partie de l'Ouest, de ce classement à l'Ouest? Ouais, ben, je suis quand même heureux de voir le Real Salt Lake aussi haut, mais non, vraiment, les 3 derniers, là, c'est assez surprenant. Vraiment, j'ai l'impression que ça va être très serré à l'Ouest là, cette saison là, pour au moins les 3 dernières places qualificatives pour les séries. Là. Mais non, vraiment, j'ai l'impression que les 3 derniers là, vont pas rester en dernier longtemps. J'ai vraiment l'impression que les positions vont s'échanger au cours de la saison. Mais non, ça risque d'être très intéressant. Vraiment, non, j'ai hâte à la suite. J'ai l'impression que pas mal toutes les équipes à l'Ouest cette année peuvent s'en tirer là, avec une place pour les séries. J'ai l'impression qu'ils ont tout un peu leur carte à jouer. Là. Il y a aucune équipe que je me dis cette équipe-là, c'est sûr et certain qu'ils vont finir les derniers. Là. Donc, ça rend les choses vraiment intéressantes. Exactement, et surtout qu'on a tendance à oublier, il y aura juste 23 matchs durant cette saison, mais aussi il y aura 9 équipes qualifiées de chaque conférence, hein, il n'y en aura pas juste 7. Donc ça veut dire que jusqu'à maintenant, même New York City FC qui a 3 points, qui est 14e, arrivé à la 9e place, il y a juste 4 points entre eux et la 9e place. Donc on s'entend que tout va changer d'ici là. Il y a du temps pour toutes les équipes de se prouver et de devenir meilleures. Et tu as parlé un peu du Real Salt Lake, Anthony, puis je suis content que tu en aies parlé parce que on a parlé au début du podcast des entraîneurs de USL qui ont du mal à s'imposer en MLS. Écoute, côté joueur, c'est vraiment pas le cas. Tu nous avais parlé en début de saison de Michael Chang, qui pour toi devait être très très bon avec Real Salt Lake. Hier, Michael Chang, écoute, il est rentré à la mi-temps. Il a marqué un but, donné 2 passes décisives. Il a été extraordinaire. Et je veux donner un petit truc à nos auditeurs. Si jamais vous n'avez pas eu la chance d'aller voir le premier but de Kreilach dans ce match-là, je vous le conseille. Un bijou, un boulet de canon complètement dans la lucarne gauche du gardien de Colorado. Vraiment un but magnifique à voir. Vraiment, je vous le conseille très fortement. Et Michael Chang qui commence à prouver que devrait peut-être trouver une place de titulaire du côté de RSL, n'est-ce pas, Anthony? Oui, vraiment. Il y a un duo de joueurs là, qui viennent de la réserve en attaque là, du côté du Real Salt Lake qui est très intéressant. Michael Chang, Douglas Martinez, des joueurs comme ça on sent que se sont déjà très bien acclimatés à la MLS. Et non, c'est sûr que Michael Chang a sa carte à jouer. Et il ne faut pas être surpris là, si dans les prochains matchs, on le voit titulaire. Il le mérite. Vraiment, c'est toute qu'une ascension pour lui. Vraiment, je suis très content. Souvent, les joueurs de USL, ils arrivent en MLS et par la suite, ils cirent le banc. Mais non, lui a réussi à répondre présent lorsque l'opportunité s'est présentée. Vraiment, chapeau à lui. Là. Exactement. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour de ce qui se passe maintenant en MLS. On attend, c'est sûr, on avait beaucoup de choses à dire aujourd'hui, donc on a dû vraiment le faire de manière assez réduite, sans vraiment rentrer dans les détails. Mais là qu'on reprenne un peu notre rythme, vous verrez, on sera un peu plus pointilleux dans nos analyses. Donc j'espère que ça vous a plu ce podcast-là. Anthony, Antoine, merci beaucoup d'être venus à ce podcast hebdomadaire qu'on reprend. Hein, donc, bon retour à ce podcast, Antoine et Anthony. Ouais, c'était un plaisir d'être avec vous. J'espère que ça s'est bien passé. Et franchement, il faudra aussi qu'on parle peut-être la semaine prochaine. On verra ce qui se passe ce soir. Mais il y a moyen qu'on ait un Canadien sacré champion d'Europe.
ce soir avec la finale entre PSG et Bayern. On verra si c'est le cas ou non, mais on pourra en parler peut-être la semaine prochaine de tous ces Canadiens avec lui et Jonathan David qui arrivent en Ligue 1. Il y a pas mal de choses à dire de ce côté-là, donc voilà, bonne finale à tous si vous regardez la Champions League, et sinon on se retrouve la semaine prochaine pour parler MLS. Exactement, on va se retrouver la semaine prochaine. On en a parlé de David et de Davis sur CS à l'érable, et bien évidemment, on en parlera aussi sur Culture Soccer. Anthony, merci encore. Puis la semaine prochaine, peut-être qu'on fera un petit retour sur ce qui se passe en USL, parce que USL a repris sa saison. Mais merci encore d'avoir été là pour parler de MLS. Oui, ça fait plaisir. Et non, je souhaite vraiment bonne chance à Alphonso Davies. Ça va être une belle finale aujourd'hui. C'est quand même fou de voir un joueur canadien à ce niveau dans une des meilleures compétitions au monde. Là. Donc, bonne chance à lui et toujours prêt de parler USL. Excellent. Ben, écoutez, merci à vous tous de nous avoir écoutés ici sur Culture Soccer, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Culture Soccer.